Bonjour, je m'appelle Claudie Culac, je suis présidente de l'Association pour la Journée nationale des aidants et présidente de la Compagnie des aidants. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. La thématique que nous avons choisi d'aborder cette année dans le cadre de la Journée nationale des aidants, c'est territoire de lien et bien vieillir dans votre département. Pour parler de ce sujet, nous avons à nos côtés Mélissa Petit, Jessica Hall, non, elle n'est pas là, pardon, Delphine Dufresne, le docteur Damien Simon, Stéphanie Lefebvre, Élodie Parisot et Maud Garec. Avant de démarrer, je vais vous poser 3 ou 4 petites questions parce que j'aimerais bien savoir qui vous êtes, même si j'en ai accueilli quelques-uns. Donc je vais vous demander de lever la main en fonction de votre catégorie. Donc d'abord, je voudrais savoir si il y a des gens du médico-social dans la salle. Super. Est-ce qu'il y a des aidants? Bienvenue madame. Bienvenue madame. Ah ben voilà. Et est-ce qu'il y a des retraités? Très bien. Ben, je vous remercie parce que comme ça, au moins, on crée du lien avec vous. Donc, d'abord, je vais donner la parole à tous mes experts qui sont autour de nous. Alors d'abord, Mélissa Petit. Chère Mélissa, tu es sociologue spécialisée sur les plus de 60 ans et les questions des âges de la vie. Tu diriges Mixing Génération et à ce titre, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour que tu puisses nous exposer le sujet du bien vieillir. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous parler pendant la présentation du bien vieillir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de se demander aussi qu'est-ce que la longévité. Aujourd'hui, on vit dans une société de la longévité, tout simplement parce qu'on a cette espérance de vie qui augmente, on vit de plus en plus longtemps, on vit de plus en plus longtemps en bonne santé. Et dans ce cadre-là, eh bien, le nombre des plus de 60 ans augmente dans l'ensemble de la population. Comme c'est noté en 2017, donc aujourd'hui, il y a 25% de personnes qui ont plus de 60 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ce nombre est supérieur au nombre de personnes de moins de 20 ans. Et en 2035, donc il y aura 30% qui auront plus de 60 ans. Et à cette époque-là, il y en aura 13 qui en auront 75 et plus. Et il n'y en aura que 22% qui auront moins de 20 ans. Donc on voit bien que dans la pyramide des âges, eh bien, c'est un mouvement de fond qui est en train de se jouer et un mouvement qui est important en tous les cas sur lequel il est important de se pencher, cette longévité, que c'est véritablement un enjeu et c'est pas du tout un naufrage comme on aurait pu peut-être l'entendre dans les médias à certains moments, mais c'est un enjeu positif à prendre en considération et en tous les cas à regarder et observer. Et dans ce cadre-là, eh bien, je dirais, quand on a 60 ans, eh bien, quand on parle des plus de 60 ans, on retrouve à la fois les gens qui ont 60, 80, 90 ans, et c'est pas du tout les mêmes, je dirais, les mêmes profils, les mêmes moments de vie. Et donc, je dirais, il faut aussi faire attention, quand on regarde cette catégorie, c'est une catégorie qui est diversifiée, à la fois en termes, comme je disais, d'âge, mais surtout en termes de territoire. Vivre dans les Ardennes, c'est pas du tout la même chose que vivre en région parisienne, par exemple. En tous les cas, les territoires peuvent changer. La question des catégories socio-professionnelles, du genre, on ne va pas vivre et vieillir de la même manière en tant que femme ou en tant qu'homme. Bien évidemment, notre situation familiale, notre état de santé, notre condition de vie qui joue aussi beaucoup en lien avec notre parcours de vie. Et donc souvent dans les études en sociologie, on divise un peu cette catégorie des plus de 60 en 3 temps. À la fois les jeunes retraités, donc c'est ceux qui viennent d'arriver à la retraite, qui sont, je dirais, pleins de volonté, d'activité, de désir de retrouver une forme de liberté retrouvée, et qui sont aussi parfois des aidants. Et puis, au fur et à mesure des âges, ou tout simplement au fur et à mesure des problématiques de santé,
on arrive vers des pertes progressives et qui nous amènent à adapter progressivement à la fois notre lieu de vie, à adapter nos manières de faire, nos activités pour aller vers le grand âge qui aujourd'hui au final n'arrive que vers 85, 90 ans et plus en fonction de l'individu. C'est quand même très important de bien faire attention au parcours de vie de l'individu puisque c'est là où, je dirais, où se joue beaucoup de choses. Mais je prends le temps juste de faire le point sur cette catégorie diversifiée pour dire aussi... Allô ? Oui. Quand on parle des plus de 60 ans, en tous les cas des plus âgés, eh bien, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des personnes âgées dépendantes. Il y a aussi des personnes qui ont 80 ans et qui font plein de choses, plein d'activités, qui peuvent sauter en parachute, et donc c'est redonner en tous les cas un autre regard sur l'âge. Un autre regard sur l'âge et un regard qui est aussi plus réel et plus objectif, même si ça ne veut pas dire, je ne mets pas de côté le fait qu'il y a bien évidemment des personnes en perte d'autonomie et les aidants aussi sont là pour ça. Et donc dans ce mouvement de fond, qui est un mouvement de la longévité, eh bien, on se pose la question aussi du bien vieillir. C'est en tous les cas deux éléments qui sont liés. Et dans ce bien vieillir, eh bien, on définit souvent le bien vieillir à ce que c'est un individu vieillissant qui préserve de bonnes capacités physiques et mentales qui lui permettent d'être autonome et socialement actif. Et ça vient en fait, le bien vieillir, d'un terme américain qui est successful aging, donc vieillissement réussi. Et où il y a 3 caractéristiques, en tous les cas en lien avec ce vieillissement réussi, qui est, comme c'est noté, l'absence de maladie, le maintien de bonnes capacités physiques et cognitives et le fait de l'engagement social. Mais quand on pose le terme de bien vieillir et du vieillissement réussi, eh bien, ça veut dire qu'on donne des normes. On donne des normes aux individus à être, c'est-à-dire qu'il faut agir soi-même sur son vieillissement réussi. Et dans cette action, c'est-à-dire qu'on donne à l'individu, donc au senior, je dirais un investissement. Il doit lui-même investir son bien vieillir et sa vie quotidienne. Il doit investir un rôle actif dans ce qu'il doit être pour agir. Bien évidemment, là, je vous décris ce qui est la règle, en tous les cas, ou ce qui est la norme, et ce qu'on peut aussi voir d'un point de vue... je ne vous parle pas du point de vue de l'utilisateur ou du point de vue du senior, je vais le faire dans un deuxième temps, mais c'est important de voir aussi comment des termes sont posés et pourquoi ils sont posés, et donc les cadres aussi qu'on apporte en posant ces mots-là. Et puis quand on parle de vieillissement réussi, qu'est-ce que ça veut dire que être dans un vieillissement raté, ou est-ce que ça veut dire aussi d'être dans un mal vieillir quand on parle de bien vieillir, et si je ne le fais pas... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'une certaine manière, on pose des normes et on demande aux individus de porter cette injonction aux normes. Mais souvent, quand on parle aux plus de 60 ans du bien vieillir, eh bien, en fait, ils le déclinent tout simplement au bien vivre. Et que, au final, bien vieillir, c'est plutôt du bien vivre et ça n'a pas d'âge. C'est-à-dire que ça peut s'inscrire tout au long de son parcours de vie et que c'est même dès maintenant qu'il faut aussi prendre en considération, comme je disais avant, sa bonne santé, ses bonnes capacités physiques et cognitives, son engagement social, son maintien en santé, et que ça se fait vraiment, je dirais, dès le plus jeune âge, et que c'est un parcours, et que via cette photo aussi, on peut se dire que, je dirais, peu importe nos âges, on peut aussi, dans cette notion de bien vivre, eh bien, découvrir de nouvelles activités, faire de l'haltérophilie, même à 80 ans passés. Et donc, dans la réalité des usagers, et dans une étude que j'avais menée sur cette question aussi de bien vieillir, il y avait, je dirais, 3 éléments qui me semblent importants, qui étaient relevés. Ce que je disais, la question du parcours de vie, c'est un peu... Il y avait un enquêté qui parlait de la formation tout au long de la vie, en tous les cas qui mettait en lien la question du bien vivre tout au long de la vie et la formation tout au long de la vie.
Et donc, que ça, c'est un style de vie qui va s'inscrire dans la durée. À la fois mon alimentation, le fait de faire une activité physique et sportive, le fait de m'engager socialement, d'avoir des liens sociaux. Mais c'est aussi donc prendre soin de soi. Ce qu'ils disent aussi, c'est bien prendre soin de soi et prendre conscience qu'en fait, que pour certaines activités, eh bien, on va prendre un peu plus le temps. Que par jour, eh bien, je vais ne faire au bout d'un moment peut-être qu'une seule activité, mais je vais la faire bien. Et que c'est aussi en fait accepter de devoir prendre plus le temps sur certaines activités, que ça soit pour même tondre la pelouse, faire du ménage, on va passer plus de temps qu'avant. Mais et d'une certaine manière, quand on parle de bien vieillir ou de bien vivre, c'est aussi son propre rapport au corps et c'est accepter, ou en tous les cas faire avec, vivre avec son propre rapport au corps qui évolue et qui change. Et puis le dernier point, c'est ce lien entre l'ambivalence entre bien vieillir et vivre, hein, comme je l'ai noté. La citation, en fait, et ce qu'on voit bien, c'est que si je parle de vieillissement et si je parle de bien vieillir, eh bien les individus vont considérer que c'est les autres, parce que sinon, si je vais en parler, c'est que je vais rentrer dans cette catégorie et qu'au final, c'est une catégorie que je ne veux pas forcément intégrer. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette image de dans les entretiens que je peux avoir avec les seniors, c'est moi je veux pas être vieux, être celui qui regarde sa télévision toute la journée et qui se pose sur son fauteuil et qui bouge pas. Et qu'au final c'est une image qu'il a du vieux et donc du vieillissement. Et qu'au final dans notre définition donc de bien vieillir et d'être, eh bien il y a une forme d'identité de vieux, entre guillemets, que je ne veux pas. Et donc, si j'accepte de bien vieillir ou de vieillir, eh bien, je peux rentrer dans cette identité. J'espère que je suis claire. Et en tous les cas, c'est pour ça qu'il y a une forme d'ambivalence de ne pas ressembler à, mais tout simplement, en fait, d'être. Après, je pense que c'est aussi les notions qu'on met derrière et les individus. Si, en fait, en parlant de bien vieillir, si on parlait de bien vieillir, eh bien, on mettait toujours cette photo-là. Eh bien, dans notre imaginaire, on aurait aussi d'autres regards et d'autres manières de faire. Et puis, bien vieillir, c'est aussi bien vieillir sur son territoire ou sur les territoires. Et ça prend en compte un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que pour bien vivre aussi, c'est une question déjà de mobilité. C'est si je sors de chez moi et que je ne peux plus conduire, si je sors de chez moi et que on ne peut pas m'accompagner, c'est comment je fais pour réussir à être mobile que ça soit en urbain, en ruralité, en périurbain. Comment je fais donc dans cette mobilité qui m'amène à faire des activités, qui m'amène à rencontrer des gens, et donc mais aussi qui m'amène à créer des liens de sociabilité. Donc c'est important que les territoires prennent en considération la mobilité des individus âgés pour contribuer à ce bien vieillir. Mais dans la même logique, c'est aussi, je dirais, réussir à penser l'habitat autrement, et l'habitat aussi qui amène à aussi penser les territoires et à amener l'individu à, je dirais, à son bien vieillir. Disons que bien vieillir et bien vivre, ça prend en compte un certain nombre d'éléments qui sont certes dépendants de l'individu, comme on le disait, hein, sur le regard par rapport à la santé, sur le regard à son activité physique, mais ça prend aussi en compte des éléments qui sont en dehors de lui et qui sont aussi pris en compte parfois par les territoires. Donc que ça soit aussi la possibilité de rendre actifs, je dirais pas actifs socialement, hein, les seniors dans les propositions, et donc de les rendre aussi mobiles. C'est aussi des éléments importants dans cette dynamique. Et puis le dernier point, qui était celui du parcours de vie, parce que malgré tout, c'est, je dirais, là où on en arrive, quand on a 60 ou 70 ans et plus, eh bien, nos conditions et nos manières de faire dépendent aussi de notre parcours de vie, de ce qu'on a pu vivre donc, tout au long de la vie, et de là aussi où on a pu réussir à tisser nos liens. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur le bien vieillir.
dans les Ardennes. Bien, merci. Écoute, je vais couper du coup. J'avais mis un petit compte à rebours au cas où, mais c'est parfaite. Hein. Donc maintenant, je vais donner la parole à Jessica. Jessica qui n'a pas de PowerPoint. Hein, et Jessica qui est psychologue. Et de votre point de vue, Jessica, que signifie le terme bien vieillir pour les aidants? Bonjour. Alors, moi, je vais plutôt aborder la question du bien vieillir, en tout cas de la situation des personnes qui aident et qu'on appelle les aidants. Alors, il y a des aidants ici aujourd'hui. Être aidant, c'est d'abord une expérience qui est très singulière et unique. C'est une expérience qui est propre à chacun, qui est partagée par... c'est 11 millions, c'est ça, 11 millions de personnes en France. Et c'est une expérience qui engage très fortement l'aidant. Et ça engage ça tellement fortement qu'en préparant ma venue ici, ça m'a fait penser à quelque chose dont on a beaucoup parlé cet été, il y en a certainement parmi vous qui ont suivi ça, la charge mentale des femmes, des ménagères. Il y a une jeune femme, je ne sais pas si c'est un peu fort, non, ça va ? Il y a une femme qui s'appelle Emma, qui tient un blog, et qui a fait une BD, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Fallait demander. Un truc comme ça, oui. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a un parallèle qui me paraît assez fort avec la situation des aidants. Alors, je vais déjà vous dire qu'est-ce qu'on appelle charge mentale. Alors, c'est un terme qui avait été utilisé dans les années 80 par des sociologues, et ensuite qui avait été un peu mis de côté. En fait, c'est penser à tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. La charge mentale, c'est le fait d'être en responsabilité des affaires du foyer, même si on n'exécute pas soi-même toutes les tâches domestiques. C'est se charger de l'ensemble des tâches d'anticipation, d'organisation concrète et de coordination. Et là, vraiment, je me suis dit, les aidants, ils sont exactement dans cette situation, de manière beaucoup plus invisible finalement que les femmes ménagères, parce que voilà, on en parle vraiment très peu. Et ce qui me venait aussi, c'est que pour beaucoup d'aidants, ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire être aidant, ça leur est, pour beaucoup, je pense, presque tombé dessus un jour, et que c'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire que la charge, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, elle s'accroît. En plus, elle s'accroît au fur et à mesure de la maladie ou du vieillissement de la personne qui est aidée. Et je trouve que ça... Pourquoi j'avais envie de le partager avec vous? Parce que je trouve, alors bien sûr en tant que psy, nommer, c'est absolument fondamental, et ça permet aussi c'est pas diagnostiquer, mais de mettre un mot sur quelque chose qu'on vit et qui peut être très lourd. Hein. Et l'autre point qui m'est apparu en pensant à la situation des aidants, c'est que derrière la charge mentale, il y a aussi ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Ce serait le pendant affectif de la charge mentale. Alors, on pourrait résumer ça en disant qu'en fait, s'occuper d'une personne malade, c'est se donner à l'autre, c'est gérer ses besoins, gérer ses crises, parfois l'agressivité. Et ça veut dire que les personnes qui aident doivent maîtriser leurs émotions, les réprimer, très souvent. Et donc, elles prennent beaucoup sur elles. Hein, c'est pour ça qu'on parle de charge émotionnelle. Et je pense que beaucoup d'aidants prennent beaucoup sur eux, et encore une fois, et de plus en plus, le temps passant. Hein. Parce que les conséquences de la charge mentale et de la charge émotionnelle, c'est quoi? C'est l'épuisement, le stress et l'isolement. Et en fait, le quotidien, ou même si ce n'est pas quotidien de l'aidant, est souvent tellement engageant qu'il a tendance à s'isoler. D'abord parce que, comme je disais, l'accompagnement d'un proche aidé peut prendre de plus en plus de temps. C'est un accompagnement global. C'est là où on retrouve la charge mentale. C'est-à-dire que c'est à la fois un accompagnement humain, familial, administratif, relationnel. On est en relation avec le médical, le paramédical. Et même quand on est aidé très concrètement, c'est bien l'aidant qui va penser à tout. C'est toujours cette idée de « je pense à tout ». Hein. Et donc très vite, l'aidant, il n'a plus forcément le temps pour lui, parce qu'il ne va plus penser pour lui, il va penser pour la personne qui l'aide. Et c'est ça qui va commencer à l'isoler, parce que pour organiser un temps pour lui, il faut l'organiser. Donc il faut le penser, il faut l'organiser, il va petit à petit le lâcher.
Donc très souvent, on se rend compte que les aidants, ils vont lâcher les loisirs, ils peuvent lâcher les amis. Alors lâcher, entre guillemets, bien sûr, c'est pas sciemment, hein. Donc il y a un isolement personnel, il y a un isolement social qui peut s'installer et qui renforce en fait l'épuisement. C'est-à-dire qu'au début, on se dit mais je ne vais pas sortir parce que je suis trop fatigué. Mais en fait, au niveau de l'énergie que ça génère, c'est l'inverse. C'est-à-dire je ne sors pas et je me fatigue encore plus. Voilà, parce que ces charges en fait émotionnelles et mentales, vraiment, ça génère aussi du stress, hein. Alors, j'ai pas de montre, donc juste dis-moi à peu près. D'accord. Bon, t'inquiète pas, je te dis. Ok. Bon, alors, bien entendu qu'il y a plein d'approches, rien que par rapport à l'isolement. Comment faire face à l'isolement? Bien sûr qu'on peut en parler, si l'aidant peut parler, déjà avec le médecin, hein. Mais déjà, le fait que ce soit l'aidant qui doive parler au médecin de son isolement, vous voyez, ça rejoint la question de la charge mentale. C'est encore à lui de penser, identifier qu'il est isolé et que peut-être ce serait bien qu'il en parle au médecin. Rien que ça, c'est pas facile, hein, et c'est pas du tout évident. Alors, il y a aujourd'hui des groupes de parole qui sont proposés par des associations, il y a des possibilités d'entretien avec des psychologues. Bon, mais c'est encore une fois, c'est pour ça que je trouvais vraiment important de parler de cette charge qui est là, c'est que c'est quelque chose qui peut se rajouter à la charge mentale. Bien sûr qu'il y a la délégation d'une partie des tâches à des professionnels du paramédical. Ça, c'est fondamental quand c'est possible, mais ça n'empêche que c'est en général l'aidant qui va les organiser. Et alors après, conserver ses propres centres d'intérêt, conserver son réseau social, son réseau relationnel. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord avoir la conscience que l'aidant doit être aidé. Et alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein. J'ai connu Claudie finalement comme ça. Normalement, tous les professionnels qui vont accompagner des personnes malades, des personnes âgées, vont eux-mêmes avoir des espaces où ils vont pouvoir être entendus, aidés et parler de leurs difficultés. Mais les aidants, ils sont en général isolés chez eux et ils ont assez peu d'espace pour ça, hein. Et pourtant, parce que c'est vraiment une expérience forte, alors ça peut être très riche, bien entendu, et je pense que ça l'est, d'accompagner quelqu'un au quotidien, ça génère des liens très particuliers, comme on disait, très singuliers, mais il y a aussi des difficultés que vivent les aidants. Et ces difficultés, il est nécessaire qu'ils puissent en parler autour d'eux, ou en tout cas les partager. Alors pour moi, c'est une évidence, hein, à partir de mon expérience, mais elle ne coule pas de source. D'abord pour les aidants, parce qu'ils ont pris l'habitude de donner plutôt que de demander, ou d'accueillir le soutien et l'aide. Ils ne sont pas demandeurs, hein. Et puis l'entourage ensuite, hein, l'entourage, qu'il soit familial, social ou institutionnel, finalement peut se satisfaire du rôle dans lequel on a mis l'aidant. À savoir que c'est lui qui aide. Voilà. Et pourtant, hein, l'aidant, il est confronté à la maladie, à la perte d'autonomie physique, la perte d'autonomie psychique, parce que bien sûr, le fait que les personnes soient affectées dans leur interaction avec l'entourage, et l'aidant, il est aussi confronté à la fin de vie. Donc c'est quand même très lourd comme situation personnellement, c'est-à-dire que ça renvoie la personne elle-même à sa vision de la maladie, à sa vision de son corps. Les aidants sont... Alors j'ai pas les chiffres, mais je crois qu'il y a quand même une partie des aidants qui ne sont pas tout jeunes. Je les donnerai. Donc eux-mêmes se voient vieillir. Donc tout ce que ça leur fait traverser, toute cette... Alors là, on est même au-delà de la charge, hein, qu'ils portent. Pour moi, ça me paraît fondamental qu'ils aient un espace pour pouvoir le partager. Alors soit c'est des espaces type groupe de parole avec des pairs PIRS, c'est-à-dire d'autres aidants. Alors ça permet, c'est formidable parce que ça permet déjà de déculpabiliser, parce qu'il peut y avoir beaucoup de gêne, de culpabilité, de ressentir, d'en avoir marre, de ressentir de la colère, de l'agressivité, de la tristesse. Donc rien que d'entendre d'autres aidants, ça allège, hein. Alors bien sûr que ça ne transforme pas la situation, parce que c'est ça qu'on entend souvent. Moi je peux l'entendre, mais écoutez, ça ne sert à rien, je vais aller parler après. Quand on est psy, on entend très souvent ça. À quoi ça sert de parler? Parler, ça libère. Déjà, ça permet de nommer,
ça libère, et même si ça peut être transformationnel, mais même si ça n'est pas transformationnel, ça peut alléger. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous accueille avec bienveillance, avec humanité, que ce soit dans des groupes de parole, hein, c'est en général extrêmement bienveillant, ça réveille vraiment l'humanité des uns et des autres, la capacité d'empathie, alors qui est active chez les aidants parce qu'ils s'occupent de quelqu'un, mais du coup qui peut être active pour leurs collègues, entre guillemets, aidants. Oui, ce que je voulais aussi vous dire avant de conclure, c'est que l'aidant, il peut parler, il est entendu et donc il est reconnu. Hein, parce que c'est quand même une situation, on parlait de l'isolement, l'aide, elle se passe quand même, il y a quelque chose de très clos, hein, dans cette activité d'aidant. Alors, je me suis demandé quand être aidé, et pour moi, on devrait être aidé dès qu'on commence à être aidant. C'est-à-dire pas attendre. Parce que si on attend, d'abord la situation elle empire, elle est de plus en plus lourde. En plus, il y a des évolutions. Enfin, je veux dire, aider quelqu'un, ça évolue. C'est pas du tout stable. C'est pas quelque chose de linéaire. Voilà. Donc je trouve. En plus, pour trouver un accompagnement qui soit pertinent, ça peut être du groupe, de l'individuel. Voilà. Ça prend du temps, hein, de trouver les bonnes personnes. Ça fait 10 minutes, c'est ça ? 4 minutes. Ah, bah, c'est bien. Oui, pourquoi je disais que se faire aider dès le début ? Parce que quand on commence à aider, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Et je repensais alors on parlait des femmes, hein, qui ont cette charge mentale. Et elles se disent quand même qu'un jour, les gamins, ils vont quitter la maison. Et que et puis que les bébés, à un moment donné, ils portent plus de couches, et puis à un moment donné, ils vont à l'école. Enfin, il y a quelque chose qui est censé être en une forme d'allègement. On sait très bien que c'est pas forcément, c'est pas parce que les enfants ont 18 ans qu'il n'y a plus la préoccupation de leur bien-être. Mais quand on accompagne une personne, je pense en particulier aux personnes âgées ou des maladies chroniques, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais a priori, c'est pour très longtemps, et ça va plutôt en s'aggravant qu'en s'allégeant, la plupart du temps. Hein, de ce que j'ai pu en connaître. Donc vraiment, moi j'insiste qu'il est essentiel, c'est de ne pas rester seul, d'explorer les moyens de rompre l'isolement, et que pour aider, il est indispensable d'être soi-même soutenu. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bon aidant que quand on est soi-même aidé. Alors partager, échanger avec les autres, c'est vraiment c'est fondamental. C'est fondamental parce que je pense que c'est comme ça que les personnes qui aident, les aidants, vont retrouver aussi la joie et une forme de force pour pouvoir aider, que ce soit un enfant, un parent, un membre de sa famille. Voilà. Merci, mais je vais compléter ce que tu as dit parce que c'est très intéressant. On sait en termes de chiffres que 80% des soins sont prodigués par les aidants. C'est énorme. Et que du coup, 77% d'entre eux se sentent anxieux, stressés, culpabilisés. Et ça, c'est systématique quand on rencontre des aidants, de les entendre nous dire « je fais pas assez bien, j'en fais pas assez, je peux pas, blablabla ». Alors qu'ils font des montagnes pour leurs proches. Et ce que tu as dit de soutenir les aidants dès qu'ils commencent à être aidants, c'est essentiel. Parce que aider les aidants, c'est aider ceux qui sont aidés, quoi. Parce que c'est forcément, s'il y a des aidants, il y a quelqu'un qui est fragilisé en bout de course. Alors moi, je vais vous proposer de vous donner la parole parce que, en plus, on est en petit comité, donc ça va être très très sympathique. Si vous avez déjà des questions à poser à Mélissa ou à Jessica, ce sera avec plaisir faire passer un micro, enfin, si on a vraiment besoin d'un micro d'ailleurs. Oui, ah bah voilà, ah oui. Est-ce que vous avez envie de témoigner ? Oui, madame, bien sûr. Avec plaisir. Alors déjà, je voudrais remercier madame, je ne sais plus, la psychologue Jessica, qui, lors de l'exposé qu'elle a fait, m'a permis absolument de ressentir tout ce que j'ai éprouvé et d'être reconnue par rapport à ce que j'ai vécu. Parce qu'en plus, si vous voulez, j'ai subi un gros choc
lorsque j'ai été concernée, en me disant que c'était de ma faute, et je suis contente d'avoir en face de moi un médecin, par un chef de service de neurologie, qui m'a dit que c'était ma faute si mon mari avait fait un AVC. Donc, vous avez déjà tout ce qui vous arrive avec le passif déjà très lourd. Et puis, ce jour-là, un médecin vous dit ça. Heureusement, j'avais avec moi mon fils, j'avais en face de moi une assistante sociale et une infirmière chef de service qui ont été vraiment surprises de la façon dont elle m'agressait, quoi. C'était dans l'état où j'étais personnellement par rapport à ce que je venais de vivre. Et c'était grave, enfin, c'était quelque chose de lourd. Et ça me reste. Et je pense que ça me restera, ça pourra pas s'effacer, parce que, alors que je sais très bien que je n'étais pas responsable. En fait, je me dis que les responsables, ils sont ailleurs. Et je peux vous dire que les responsables, c'est par exemple un hôpital, une clinique où il a été entré en urgence sur le conseil du médecin, ne l'a pas gardé pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Si ça avait été fait 3 semaines avant, tout ce qu'il y avait à faire, il n'aurait pas fait cet AVC. Et ça, c'est quelque chose qui me reste. Bon, donc je suis confrontée à des choses très lourdes. Et ce que vous avez dit, c'est vraiment tout à fait ce que j'éprouve. C'est-à-dire, c'est cette lourdeur au quotidien qui s'abat sur vous. Vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Et je me rappelle la première fois où est arrivée la première personne qui est venue. Donc j'ai été conseillée par l'infirmière et puis l'assistante sociale. Donc j'ai été conseillée pour avoir la DMR. Le premier soir où elle est arrivée, j'étais en larmes par rapport à justement une crise d'agressivité et tout. Et automatiquement, si on m'agresse, j'agresse alors que je ne devrais pas. Mais c'est humain, on est fragilisé. Et puis voilà, j'avais perdu 9 kilos en 5 semaines. Enfin, j'étais dans un état. Et donc, quand cette personne est arrivée, je me suis libérée. Le fait qu'elle arrive pour m'aider, le fait qu'elle arrive pour apporter son soutien et tout, pour moi, ça a été comme une espèce de porte qui s'ouvrait. Mais bon, c'est pas tout. C'est vrai aussi, si vous voulez, s'occuper des soins, des médicaments, des trucs. Le médecin, là, ce médecin-là qui m'a reproché que ce soit moi qui m'occupe de ça. Oui, vous n'avez pas à vous occuper des médicaments. Oui, vous n'avez pas à vous occuper des toilettes. Oui, ben oui, mais bon, c'est ce que je faisais depuis des années. Et puis, donc, depuis, ça a été pris en charge, mais il en reste encore beaucoup, beaucoup. Mais c'est très, très lourd. Et justement, hier, à la télévision, je vois ça sur la journée nationale des aidants. Et puis ce matin, j'ouvre le journal, et puis je vois qu'il y avait quelque chose ici. Ben, j'ai dit, je vais aller voir, je vais aller m'enquérir de ce qu'on peut faire, parce que je suis en demande d'aide, parce que je sens que par moment, je vais craquer, quoi. Je suis au bord de la dépression. Là, depuis quelques jours, j'ai passé une nuit, j'ai pas dormi, parce que j'ai été ennuyée toute la nuit. C'est ça, c'est les jours et les nuits. Et les jours et les nuits, parce que moi, la nuit, ça me permet de récupérer. Là, j'ai pas récupéré. Donc, c'est des choses très lourdes. Et voilà, je me suis dit, je vais aller voir ces personnes. Vous avez bien fait, on est là pour vous. Il y aura un petit goûter après. Ouais. Et du coup, vous pourrez échanger avec tous les experts qui sont là. Ils vous apporteront leur soutien, ils peuvent vous conseiller sur des choses à mettre en place. Mais Jessica, tu veux peut-être... Je suis contente de voir cette personne, parce que justement, j'étais en train de me dire, j'ai des médecins avec lesquels je suis très en confiance, avec lesquels je confie beaucoup de choses, mais je me dis, j'aurais peut-être besoin d'aller voir ou un psychiatre ou un psychologue. J'ai malheureusement perdu il y a 10 ans un fils, ça aussi ça a contribué à la déchéance de mon mari, et donc j'ai vu un psychiatre à cette époque-là, et je sens que j'aurais besoin de revoir quelqu'un, parce que je sens que je suis en train de descendre. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir. Déjà, merci de votre témoignage. Moi, ce que j'entends, c'est à quel point il y a besoin d'avoir une parole qui peut se dire. Alors, et comme
Mais oui, vous avez besoin d'aller voir ou un psychologue ou un psychiatre, d'aller vous faire d'être soutenu. Alors moi je connais pas la région parce que je suis de la région parisienne, mais déjà de pouvoir poser cette parole ici et ensuite de mettre en œuvre. Et puis vous voyez le temps pour avoir des rendez-vous. Par exemple, 3 mois et demi pour avoir un rendez-vous chez un neurologue. Après, 3 mois et demi pour avoir rendez-vous chez un médecin spécialisé dans la mémoire. 3 mois et demi. Alors, peut-être que là, il y a des personnes qui sont du coin, donc qui pourront vous donner des coordonnées, des idées, etc. Je pense que j'ai le rendez-vous. Je crois que c'est Mais vous savez ce qu'on va faire, madame, c'est on va continuer et puis vraiment on a 1 heure tranquille ensemble autour d'un petit café, il y a des petits gâteaux. Nos experts ici vont vous aider parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Quand j'ai entendu la dame, comment vous disiez, la charge mentale. Alors là, et émotionnelle. Mais bien sûr, mais on vous comprend, madame. Mentale, moi, je m'occupais de rien dans les comptes et tout ça. L'année dernière, pouf, il m'est tombé la déclaration d'impôt. Je ne savais même pas comment ça se faisait. Bien sûr, la charge émotionnelle, je l'ai au quotidien. Vous voyez, vous parlez d'un sujet très intéressant. Alors que j'avais jamais entendu ça. Je ne vais pas sur les blogs et tout ça. Donc, Les impôts, par exemple. Un truc de dingue. Parce que souvent, ce sont les maris qui s'occupent des déclarations d'impôts dans le foyer. Le mari a une maladie neurodégénérative. Madame n'a pas l'habitude, donc elle n'y pense pas du tout. Et 3 ans plus tard, il y a les impôts qui tombent sur le dos de madame en disant, dis donc, vous n'avez pas déclaré, et puis du coup, on va vous redresser, etc. Et nous, on est en train de méditer là-dessus en disant, mais attendez, regardez, son mari... Vous voyez bien, c'était lui qui le faisait auparavant. Il a ce problème de santé. Un peu de bienveillance. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, je vous propose de donner la parole à nos intervenants. Et... Vous savez, quand on voit que des personnes qui ont été dans les attentats, qui ont été tuées, et que les impôts venaient déjà 2-3 mois après réclamer quelque chose, il y a des choses qui sont honteuses. Est-ce que quelqu'un a envie de témoigner, de prendre la parole, de répondre à madame? Peut-être que... Ok. Bon, alors je vous propose de continuer. Donc, je vais donner la parole à Delphine Dufresne. D'accord, avec plaisir. Alors Delphine, vous êtes responsable et pilote Maya. La Maya, c'est une méthode nationale visant à faciliter et à fluidifier les échanges entre divers professionnels des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, à faciliter le parcours des personnes âgées et de leurs aidants en leur permettant d'accéder à une réponse adaptée à leurs demandes. Alors, pourriez-vous nous présenter les missions et les liens que vous avez créés sur le département des Ardennes? Merci Delphine. Bonjour à tous, c'est bon. Je suis Delphine Dufresne, pilote de la méthode Maya. Je vais vous parler de la Maya et de son rôle auprès des aidants. Pas Maya l'abeille, mais Maya, méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. La Maya est un dispositif national depuis 2012, mesure issue du plan Alzheimer et du plan des maladies neurodégénératives. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence régionale de santé ont déployé 352 Maya qui couvrent le territoire national. La Maya est née d'un constat de manque de lisibilité du système d'aide et de soins, d'une fragmentation excessive des ressources et des services. Le public est souvent perdu dans les méandres des systèmes administratifs qu'il qualifie de millefeuilles de labyrinthe. La méthode Maya a pour but de permettre une meilleure lisibilité du système, tout en s'appuyant sur les richesses de l'ensemble des ressources gérontologiques. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Le but est de transformer en profondeur l'organisation du système en agissant sur les instances décisionnelles, comme l'ARS, le conseil départemental, les hôpitaux, les caisses de retraite, etc. Et aussi de simplifier et d'améliorer le parcours des personnes âgées fragiles pour soutenir à domicile ce public aussi longtemps que possible et dans les meilleures conditions. Pour cela, une équipe de professionnels appelés gestionnaires de cas accompagne les personnes en grande difficulté à domicile. La Maya est portée dans les Ardennes par le conseil départemental. Le conseil départemental est chargé de la mise en œuvre de toutes les politiques d'aide à la personne et s'engage à répondre aux besoins individuels et à l'adaptation de la société au vieillissement.
Le conseil départemental a élaboré avec tous les partenaires locaux concernés un schéma départemental pour les personnes âgées et les personnes handicapées, développé en action adaptée à la réalité des difficultés du terrain. Le but est d'assurer la meilleure qualité de service, quel que soit le profil du bénéficiaire et le type d'attente qu'il exprime. Les 3 grands axes que vous voyez sur le slide sont promouvoir le bien vieillir, conforter la vie à domicile et renforcer les dispositifs d'accueil et soutenir les aidants. Une action de ce 3e axe, pilotée par le conseil départemental et la Maya, a rassemblé un groupe de professionnels locaux chargés de mieux connaître les attentes de ce public fragile et de leurs aidants. Une enquête a été menée en ce sens pour connaître les besoins de ce public et je vais vous la présenter. Quels sont les besoins d'information des aidants ? Pour répondre concrètement aux attentes du public, on a élaboré un questionnaire auprès des bénéficiaires d'aide à la personne. 99 personnes ont répondu, majoritairement des femmes. 72% de la population nationale des aidants... Pardon, excusez-moi, je suis perdue dans mes notes. 99% ont répondu, majoritairement des femmes. La proportion nationale des aidants, c'est 85% des femmes. Un tiers de moins de 60 ans, ce qui correspond aux enfants aidants, bien souvent ce qu'on appelle la génération pivot ou génération sandwich, car pris entre parents et petits-enfants, souvent encore en activité. 70% ont plus de 60 ans. Dans 45% des cas, c'est le conjoint. 58% ont un proche atteint de maladie chronique. 60% sont aidants depuis plus d'1 an. Dans l'enquête, le terme aidant a été expliqué, car pas forcément explicite. 80% se considèrent comme tels. L'aide apportée par les aidants est primordiale et doit non seulement être préservée mais facilitée, sous peine de transférer cette charge à la solidarité entre les générations, y compris financière. Alors sur quoi s'interrogent les aidants ? De manière générale, sur l'attitude à adopter avec leurs proches, sur la façon de préserver la santé de l'aidé, sur comment préserver leur propre santé, sur les dispositifs d'aide et de soins pour les personnes dépendantes, sur l'accès aux droits, sur le soutien et le répit de l'aidant, sur les aides et soins à domicile. Les aidants qui citent des répercussions négatives sur leur vie comme la fatigue, le souci permanent de l'autre, la gestion du temps, le manque de loisirs, les difficultés financières, expriment un besoin d'accéder à des conseils. On les a questionnés aussi sur les outils dont ils souhaiteraient disposer. 82% des aidants souhaiteraient accéder à l'information par le biais de guichets, contacts humains et ou téléphoniques. 66% auraient également besoin d'un livret ou de support papier. 22% souhaiteraient un outil informatique, un accès web ou des sites internet. Alors, qu'a-t-on proposé suite à cette enquête ? Une journée départementale en décembre 2016 a rassemblé 200 personnes. Cette journée était consacrée aux aides mobilisables, aux aides de la MDPH, à l'allocation d'autonomie, aux aides techniques, financières, services à domicile, à la charge de l'aidant, à l'accueil de jour, au répit, avec la rencontre de partenaires locaux et distribution de supports papier comme le bien vieillir. Ce livret, il est mis à votre disposition dans le hall, sous forme papier. Et une nouvelle journée sur le même format, avec le même type d'informations, avec les nouveautés sur le département, vous sera proposée au printemps 2018. On a proposé aussi un partenariat avec des associations d'aidants et avec le réseau gérontologique champardonnais, ce qui permet de diffuser leur livret de conseils, par exemple sur les directives anticipées et le consentement de la personne, également à votre disposition dans le hall. Le département et la Maya soutiennent et participent également aux événements.
comme aujourd'hui, ou comme le 20 novembre, qui va avoir lieu à Nouzonville. C'est un forum senior, ou le forum à tout âge, du 20 au 21 octobre à Charleville. Il y aura aussi des ateliers d'aide aux aidants à Nouzonville du 10 au 24 novembre, et lors de journées de portes ouvertes, comme demain, à la halte répit Alzheimer de Charleville. Pour les plus à l'aise sur écran, le conseil départemental propose sur son site une page dédiée aux aidants avec les événements et les liens vers les associations d'aidants. Alors j'aurais vraiment aimé vous présenter les sites. Je vous avais préparé des liens internet, mais on n'a pas de connexion ici. Donc voilà, vous aurez l'occasion de retrouver les informations au travers des sites pour les personnes âgées.gouv. Il y a des vidéos qui sont très bien faites, qui expliquent bien les démarches et les dispositifs proposés. Et puis sur le portail Pour bien vieillir, si vous voulez la liste des sites, on peut en discuter après autour du café. Voilà, malheureusement, je peux pas vous montrer ça aujourd'hui. Mais il y a de nombreux sites à disposition, comme l'UNAP, France Alzheimer, Tous Ergo, Aidants Attitude, etc., qui prodiguent différents types de conseils et de prévention. Et puis, pour répondre aux besoins de contact, plusieurs interlocuteurs possibles. Alors, le médecin traitant, première personne ressource, qui en général connaît bien la personne, connaît bien son entourage, sa famille. Les groupes de parole d'associations de malades, les professionnels des cafés des aidants, des haltes répit, des établissements d'hébergement, les services sociaux des caisses de retraite et des hôpitaux, les mairies, les CCAS, les réseaux de santé, les équipes spécialisées Alzheimer, les consultations mémoire, la MDPH, les maisons des solidarités du conseil départemental avec ses agents d'accueil, assistantes sociales, coordinateurs gérontologiques, gestionnaires de cas Maya, tous formés à la gérontologie et à l'accompagnement des situations compliquées et à l'accompagnement et au soutien des aidants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions parce que c'est une très belle présentation et puis ce film est très émouvant. Et bravo à la Maya d'accompagner aussi près en fait ces personnes fragilisées. Alors je vais donner la parole au docteur Damien Simon. Alors vous êtes médecin généraliste à Carignan, en maison médicale, en milieu rural et avec une activité gériatrique importante. Alors en milieu rural, peut-être encore plus qu'en ville où les enfants sont souvent éloignés, la problématique des aidants se pose différemment. Donc, nous vous écoutons, docteur. Voilà. Bien. Merci, madame, pour votre témoignage tout à l'heure qui nous a confortés dans notre plaisir d'être ici parmi vous, en mêlant à la fois beaucoup d'humanité, on a senti chez vous, et puis un petit vent de révolte, juste ce qu'il faut pour comprendre un petit peu l'absurdité de certaines situations parfois, et ça n'arrange rien à la situation qui est la vôtre. Donc en tant que médecin, mon propos en fait va être un petit peu axé sur l'épuisement de l'aidant. C'est pour ça que j'ai titré ça la souffrance inéluctable, parce que malgré tout ce que l'on peut faire, c'est quand même quelque chose qui va peser au fil du temps. On va essayer de retarder un petit peu l'inéluctable, c'est un petit peu ça, et il va falloir agir. Et il y a toute une communauté d'intervenants qui peuvent aider les aidants. C'est aussi un moyen, il ne faut pas se voiler la face, de faire quelques économies, parce que le jour où on se résout à confier son proche à un établissement, ça coûte une petite fortune et ça entre en compte quand même aussi. Alors à qui on s'adresse en fait ? Eh bien, j'ai trouvé cette définition-là, je ne l'ai pas inventée, elle n'est pas de moi, mais je pense qu'elle résume très bien la situation. Donc l'aidant, c'est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie, voire totalement, à une personne qui est dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne essentiellement. Donc on l'a dit, il y a 11 millions d'aidants, c'est quand même énorme.
Et ce que j'ai appris, c'est que, en préparant ce topo, c'est que ça concernait 60% de gens qui sont encore en activité, c'est-à-dire c'est tous les gens qui sont salariés et qui doivent à la fois aller à leur boulot, après avoir mal dormi parce qu'ils se sont relevés 2 fois pour aider leurs proches, qui doivent essayer d'être efficaces parce que le monde du travail, c'est pas toujours fait d'amour tendre, donc c'est quand même pas simple. Alors on va essayer d'agir d'une part, en repérant les personnes à risque, en menant un certain nombre d'actions. Et la première chose dont je voulais vous parler un petit peu, brièvement, c'était ce qu'on appelle l'ASV, donc l'adaptation de la société au vieillissement, où, je ne dis pas pour la première fois, mais en tout cas de façon médiatique, on a entendu les médias beaucoup parler de cette loi qui date de mars 2016, où on a commencé à mettre en musique de façon formalisée un certain nombre de choses, comme la reconnaissance et le soutien aux proches aidants. De fait, le terme aidant faisait irruption un petit peu dans notre société, où on ne parlait que des malades, et ce qui est quand même extraordinaire, et Madame l'a très bien dit, pour elle également, il y a énormément d'aidants qui ne savent pas qu'ils sont des aidants. Et en fait, ils se font un petit peu prendre la main, le bras, l'épaule, etc. Et on se rend compte que voilà, c'est une communauté de gens qui aident leurs proches, et c'est souvent très très lourd. Dans le monde des salariés, vous voyez, il y a 72% des aidants qui considèrent que l'accompagnement de leurs proches a une incidence négative sur leur concentration et leur efficacité au travail. Ça fait quand même, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait énorme. 44%, alors on va dire la moitié des gens qui aident ont dû bouffer leur RTT pour s'occuper de leurs proches. C'est pas anodin quand même. C'est loin d'être anodin. Voilà, donc c'est quand même un défi pour notre société, c'est pas simple. Alors, on pourrait parler de différents types, entre guillemets, de conjoints. On devient aidant parfois très tôt dans la vie, quand vous avez malheureusement un enfant handicapé, ou une maladie rare qui nécessite des soins importants. Hein. Après, vous avez effectivement la moitié de la population qui est aidant et qui est encore salarié. Et puis vous avez le conjoint aidant âgé, et c'est là-dessus que j'ai choisi, comme on ne peut pas parler de tout en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai choisi d'axer mon propos sur ce plan-là. Alors le conjoint âgé, alors là c'est du vécu, c'est peut-être pas votre cas, hein, pour les aidants qui sont là, c'est peut-être pas votre cas à vous, mais je peux vous dire que non, quasiment l'immense majorité des cas, le point commun, c'est que c'est toujours un refus des aides. C'est un refus des aides qui s'explique par différentes choses. Parce que, quelque part, l'aidant a besoin de prouver à l'entourage qu'il est capable de, parfaitement capable de. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Sans savoir, en fait, dans quoi on s'engage au départ. Et petit à petit, la charge de travail, si je puis dire, devient de plus en plus conséquente et ça devient de plus en plus lourd. Quelquefois, n'ayons pas peur de le dire, ça arrange bien l'entourage, qui, pendant ce temps-là, va pas se poser de questions. Ça va, maman? Ça va, papa? Tu t'occupes bien? Oui, bon, ben ça va, ça va. Et on va pas trop creuser les questions. Et petit à petit, les années vont passer, on va pas se rendre compte que nos parents, nos proches, vont commencer à s'épuiser. Donc c'est ça qui est un petit peu pervers dans l'histoire. Alors de fait, l'aidant va faire vite pour ne pas être dépossédé de sa mission. Très souvent, moi j'ai entendu ce terme-là, les gens nous disent « Ah mais vous savez, comme vous dites, docteur, hein, on est marié pour le meilleur, pour le pire, donc là c'est ma mission maintenant, c'est de m'en occuper jusqu'au bout. » Oui, bon, mais il faut voir comment, c'est pas toujours simple. Donc on va finir par avoir une situation où la personne trouve une adaptation pour pouvoir faire face, et très souvent va faire à la place d'eux, ce qui va en fait aggraver les choses quelque part, puisque certes, on va gagner du temps pour souffler. Et là, j'entendais ce matin France Info en venant, un aidant qui était interrogé et qui disait « Moi, le meilleur moment de la journée, le soir, c'est quand mes parents sont couchés. Et 21h, je suis tranquille, c'est le meilleur moment de la journée. » Ben, ça va pas être triste la journée. Voilà, mais ce faisant, si vous aidez entre guillemets, en faisant tout à la place d'eux pour gagner du temps, ok, très bien, mais le problème c'est que vous allez aggraver la perte de l'autonomie de l'aider, et en fait ça ne va faire qu'aggraver les choses. Bon, c'est facile à dire, hein, ce que je dis. Bon, maintenant, c'est pas si simple. Et puis, comme Jessica l'a très bien dit tout à l'heure, il y a le phénomène de l'isolement social, c'est-à-dire que quand
Il y a une maladie qui s'installe comme ça, à partir d'un certain âge, surtout, et vous avez les amis qui n'osent plus venir vous voir à la maison parce que, oui, on va plus pouvoir discuter, boire l'apéro, faire le scrap, je sais quoi, et tout, etc. Oui, il y a Marcel qui est pas bien, tout, etc. Bon, ça va une fois, voilà. Et puis, il y a aussi la personne qui n'ose plus sortir en ville parce qu'on va lui dire, mais au fait, votre mari, on ne le voit plus. Bon, mais voilà, donc tout ce que ça représente comme fardeau supplémentaire et qui fait mal. Donc c'est souvent des aidants qui ont la double peine, qui ne sortent plus de chez eux, qui s'isolent, qui n'ont plus de visite. Pour peu que les enfants habitent à Toulouse et à Bordeaux, voilà, vous voyez un petit peu le problème. Alors là, le conjoint âgé, il s'épuise. Il s'épuise, mais il s'épuise de plus en plus, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Et là, tout le monde découvre le problème. Si on avait su, fallait nous le dire, etc. Mais c'est ça, c'est incroyable, cette situation-là, je la vois régulièrement. C'est pas simple. Alors, le conjoint, pendant ce temps-là, s'est négligé, ne prend pas très soin de lui, il se met en danger. Or, un aidant devient de plus en plus précieux au fil du temps, et que si lui se casse le col du fémur parce qu'il tombe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire de l'aider ? C'est ça qui est quand même assez dramatique. Et malheureusement, il peut même devenir maltraitant. Non, c'est pas maltraitant. Taper sur son conjoint, c'est pas ça forcément. Mais ça peut simplement dire qu'on devient de moins en moins bien traitant. Donc voilà, on va faire moins à manger parce que ça prend trop de temps, donc etc. Donc voilà, les exemples ne manquent pas, mais la maltraitance de l'aidant, malheureusement, même si le terme est un petit peu violent, j'en conviens, malheureusement, il y a des situations parfois qui font mal au cœur. Alors le malade aidé, lui, il est bien soigné, parce qu'effectivement, comme il est, entre guillemets, le malade, a priori, on s'en occupe. Mais il faut aussi soigner les dents. Et pour cela, moi, je me sers très souvent d'un outil qui est pas très compliqué. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Zarit. C'est un monsieur, je suppose, qui un jour a fait un petit protocole, une petite grille pour codifier un petit peu la souffrance de l'aidant. Ça m'aide beaucoup, ça permet de poser des questions normalisées et surtout d'amorcer un dialogue avec l'aidant en lui disant bien, oui, ça c'est un test qui permet de voir un petit peu la souffrance que vous ressentez en y mettant des mots, en y mettant, etc. Donc, je ne vais pas vous les faire tous, mais c'est des questions comme ça que l'on pose. Et petit à petit, selon que vous allez répondre, que l'aidant va répondre jamais, rarement, assez souvent, etc., on va coder. Et parfois, on a des surprises. Il y a des fois, moi j'ai fait ce test-là chez des aidants qui ne me semblaient pas être en situation de début de souffrance, et je me suis retrouvé avec des scores. Je me suis dit, mazette, si j'avais su. Voilà. Donc parfois, il faut savoir se aider d'outils. C'est un outil qui est très simple et qu'on devrait faire chez tous les aidants. Alors comment peut-on faire pour prévenir cet épuisant ? Il faut dialoguer. C'est un peu le dialogue social dans la famille, c'est dans l'air du temps. Mais là, ça se passera dans la famille et pas forcément dans l'entreprise. Et il faut évoquer dès que besoin, ça c'est le rôle du médecin et de l'infirmière, je pense, l'indispensable séparation entre la fonction d'aidant et celle de soignant. Alors c'est pas toujours simple, parce que comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça commence comme ça, il n'y a pas de passage du blanc au noir, comme ça, du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. Mais à partir du moment où la charge de travail commence, il faut petit à petit oser aborder le sujet. Le proche, l'aidé, a besoin d'amour et n'a pas besoin d'épuisement de l'aidant. C'est un petit peu ça, si on pouvait résumer. Donc il faut essayer que l'aidant puisse garder un petit peu de force, d'humanitude, de façon à ne pas s'épuiser, à être uniquement dans le technique. Et puis on peut aussi, et là je vais être très pratico-pratique parce que c'est un petit peu moins dada, parce que les grands discours c'est bien, mais il y a des aides matérielles parfois qu'il faut oser mettre en place très rapidement. Alors la méthode à employer, je pense, pour faire passer le message, c'est de bien expliquer aux gens que notre but, c'est de ne pas médicaliser la maison, c'est pas forcément de déposséder les gens de leurs prérogatives, de conjoints, d'aidants, mais c'est surtout, au contraire, de tout faire en sorte pour que le maintien à domicile se fasse le plus longtemps possible. Mais pour ça, il faut mettre en place les aides au fur et à mesure qu'elles s'avéreront nécessaires, sinon on va droit dans le mur. La première des choses à faire,
c'est un téléalarme pour l'aidant. Un aidant qui tombe et qui ne peut pas appeler, ce n'est pas l'aidé qui va appeler. Et là, ça va être la catastrophe. Rappelez-vous, je ne sais pas si certains parmi vous étaient l'an dernier à ce topo-là. J'avais fait mon topo bien axé sur les chutes et j'avais donc bien dit que personne âgée qui tombe, qui reste par terre sans pouvoir se relever durant 4 heures, 1 sur 2 meurt dans les 6 mois. Donc c'est quand même... voilà, donc on perd son aidant, l'aider, c'est dramatique. Un truc tout bête, c'est le guidon de transfert. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Je compare toujours aux 2000 € de la maison de retraite par mois. Un guidon de transfert permet à l'aidant, qui est souvent âgé, de pouvoir sortir du lit son aidé et de le pivoter pour le mettre sur le fauteuil. Voilà. C'est quelque chose qui est très simple, qui ne s'adapte évidemment pas à toutes les situations, mais c'est un matériel qui n'est pas très connu, peut-être plus maintenant. Mais je ne le vois pas très souvent dans les domiciles et c'est bien dommage parce que quand l'aidant se fait mal au dos à lever pour emmener aux toilettes 1 fois, 2 fois, 5 fois toute la journée, mais c'est épuisant, surtout une personne qui est handicapée, elle ne vous aide pas. Voilà, donc la personne elle se met au bord du lit, voilà, l'aidant tient bien le truc, une fois que la personne est debout, c'est sur un socle qui pivote tout seul. Hop, et il n'y a pas besoin de marcher de ceci, c'est très 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 pratique. Puis après, il y a le problème du lit médicalisé. Alors il y a façon de présenter la chose. Souvent, c'est pas très bien vécu. Oh bah non, docteur, quand même pas, tout, etc. Donc c'est sûr, il ne faut pas se lancer avec les catalogues qui vous montrent ça, là, qui vont faire fuir tout le monde. Non, soyons sérieux. On va expliquer à la personne qu'il faut un lit adapté, ne serait-ce que pour les soignants, ne serait-ce que pour vous, monsieur ou madame, qui aidez votre proche. Vous aurez beaucoup plus de facilité à faciliter les transferts ou les soins. D'autres exemples concrets, on quitte un petit peu le médical strict, c'est les accueils de jour, les haltérépie. Bon, ça c'est une problématique qui n'est pas simple, parce qu'à partir du moment où on commence à aborder cette nécessité que nous ressentons, nous, de l'extérieur, que l'aidant puisse confier son proche à une haltérépie ou un accueil de jour, c'est tout de suite mal vécu. Oh ben non, je peux m'en occuper, ben non. Donc il y a toujours une culpabilisation énorme qu'on peut comprendre. Mais le problème, c'est que c'est pourtant une soupape de bien-être et de repos qui est vraiment indispensable. Et ça, bon, moi j'ai pas de technique particulière là-dessus, j'ai toujours beaucoup de mal et voilà, à Carignan, on avait un accueil de jour qui n'a pas marché, on a une haltérépie qui marche un petit peu mieux. Ça tourne toujours sur cette problématique de l'aidant qui se culpabilise de confier son proche alors que c'est quelque chose de salutaire. Et voilà, donc ça ne s'adapte pas à toutes les situations. Ça s'adapte peut-être probablement plus aux gens qui ont des problèmes de difficultés cognitives plutôt qu'un AVC ou une autre pathologie. Ça, on est d'accord. L'aménagement du domicile, ça c'est hyper important. Je rêve un jour qu'il y ait des gens, un métier, qu'on puisse faire passer dans les domiciles des gens qui ont ces problèmes-là, de façon à aménager le domicile. Il y a plein de choses à faire. Ça passe des lumières automatiques quand vous levez la nuit, virer les tapis, le faire. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Enfin bon, je ne vais pas passer dans le détail, mais il y a énormément de choses. Supprimer toutes ces grandes tables qui bouffent les 3/4 du salon et ne peut plus tourner autour. Enfin, c'est des choses toutes simples. Et je pense qu'un professionnel qui passerait là-dedans, voilà. Et puis il y a le béguinage. Le béguinage, c'est un terme québécois. Nos amis québécois ont fait ça depuis très longtemps. C'est la possibilité que l'on a, alors ça dépend des cantons, faut connaître, voilà, ce sont des gens qui assurent une présence 24 heures sur 24 chez vous et qui permettent à l'aidant de faire une pause, d'aller éventuellement au cinéma, d'aller se promener, d'aller peut-être 1 ou 2 jours chez sa fille, chez son fils à l'autre bout, de façon à poser, etc. Bon, toujours le problème de la culpabilisation, mais il faut en parler, et c'est quelque chose qui se fait. Sur le plan médical, encore, on ne répétera jamais assez que l'alimentation, c'est fondamental. Aussi bien pour l'aider que pour l'aidant. Et un aidant qui se met à moins manger parce qu'il a déjà passé 3/4 d'heure à aider l'autre à manger, il n'a plus envie de se faire à manger après, c'est ça le problème. Alors moi je donne un conseil à tous les médecins qui ne sont pas là, pesez les aidants.
Il faut peser les aidants. Et madame, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai perdu 9 kilos en quelques mois. Oui, ça ne m'étonne pas. En 5 semaines, ça ne m'étonne pas. Oui, le côté, la souffrance morale, plus la lassitude de... Oui, quand on a fini de s'occuper de son aidant, on n'a plus envie de se faire manger. C'est aussi simple que ça. Déjà, là, on voit ça. Voilà, c'est pas simple. Et à partir de 75 ans, on ne quitte plus le sol. Ça, c'est mon dada. Hein. À partir de 75 ans, on ne quitte plus le sol. Ça veut dire on ne monte plus sur un marchepied, un escabeau, une échelle, une chaise. Parce que le jour où on se casse le col du fémur ou le poignet, c'est la catastrophe pour le foyer. Il faut essayer de garder une activité physique. Il faut toujours conseiller aux aidants, quand l'aide ménagère vient, de l'aider à sortir, de marcher. Si on ne marche plus parce qu'on tourne en rond autour du lit, de la table et de l'appartement, l'aidant va avoir une fonte musculaire absolument gigantesque et petit à petit, il ne le récupérera jamais. Donc ça, c'est vachement important. Pour les médecins, les médecins, ils doivent faire attention à accorder à la fois un temps pour l'aider et un temps pour l'aidant. Et celui-là, il passe souvent à la trappe. Très souvent, on va voir les gens, on s'occupe effectivement du malade, puisque l'aidant vous accompagne dans la chambre, ou etc., etc. Et puis l'aider qui a ses problèmes. Bon, je vous renouvelle vite votre traitement. Non, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment accorder un temps pour l'un et un temps pour l'autre. Et les infirmières, nos chères infirmières, doivent continuer à aider, à alerter le médecin, traitant de ce qu'elles observent tous les jours, parce qu'il y a des fois, elles voient des choses que nous, on ne voit pas. Mais ça, elles le font déjà très bien. Voilà, donc en conclusion, ne pas méconnaître la souffrance des aidants, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand il y a un malade handicapé, il faut toujours commencer à fonctionner pour 2 personnes et non pas pour une seule. Et accompagner donc cet aidant tout au long de son trajet qui ne va pas être simple. Voilà, je vous remercie. Le maintien à domicile, pour moi, c'est un aidant proche, un aidant professionnel et de la techno. Il n'y a que ça qui fonctionne pour un maintien à domicile dans la durée. Et un deuxième point aussi, pour que ce maintien à domicile dure le plus longtemps possible, eh bien, les accueils de jour, c'est vraiment la formule. Moi, je le sais, j'ai un père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et pendant 2 ans, il est allé 3 fois par semaine en accueil de jour, ce qui a permis de le maintenir plus longtemps à domicile. Est-ce que vous avez envie de reprendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Des témoignages? Oui, la Maya, vous avez une question pour Madame Dufray? Je suis en relation avec le conseil départemental et je savais pas du tout que ça existait. C'est vrai qu'on a besoin de demander, de poser des questions, de demander des choses supplémentaires. Enfin bon, mais on n'a pas toujours les interlocuteurs. Mais je savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça. Vous voyez, comme quoi, ça fait du bien. Vous avez bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Et on a bien fait d'être là, du coup. Merci. Exactement. Ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de témoigner? Ben oui, bien sûr. En fait, je trouve que par rapport au témoignage de Madame et dans ce qui ressort, ce qui manque souvent, c'est en fait l'information au bon moment. Et en fait, j'ai l'impression que l'information, elle doit arriver le plus tôt possible et pas forcément quand on a la sensation que les dents commencent à être épuisées ou qu'ils pourraient l'être, et que c'est véritablement important, par exemple à des étapes cruciales déjà de la situation de l'aider. Par exemple, vous l'avez dit, vous avez rencontré le neurologue à un moment donné, un neurologue, ou en tous les cas vous avez été à l'hôpital, et peut-être que c'est à l'hôpital aussi qu'on devrait donner des livrets d'informations, votre livret Bien vieillir dans les Ardennes, je crois. En tous les cas, à des moments clés où on sait qu'il va y avoir des passages de potentiels aidants, pour avoir l'information, et que c'est une information qui doit être dite de manière récurrente, parce que comme vous l'avez aussi dit, il y a la question de la culpabilité qu'on ne veut pas, mais plus on va entendre l'information et plus on va peut-être se dire, et qu'on va être dans une pédagogie, et qu'on va peut-être utiliser d'autres mots, peut-être que c'est le mot de répit de manière générale qui va pas, parce que c'est peut-être un mot stigmatisant, et qu'il faut peut-être aussi réussir à trouver les bons mots qui permettent aux aidants plus facilement d'aller, je dirais, utiliser ces dispositifs.
Ça, c'était ma première idée. Puis j'ai noté juste une chose. En fait, mais ça revient aussi dans ce que disait Madame sur l'étude de la Maya. Le fait de se définir en tant qu'aidant, c'est pas forcément clair. On a l'impression dans votre témoignage aussi, Madame, que vous découvrez aujourd'hui que vous êtes réellement aidante parce que vous avez entendu hier, vous avez lu aujourd'hui. Le mot aidant, non, vous l'avez. Je lis très vite. En fait, je me retrouve dans beaucoup de lignes. Mais ce que je trouve, c'est un petit peu... C'est malheureux à dire, hein, c'est l'inhumanité de certains personnels médicaux et dont j'ai été confrontée à ça. Et récemment, là, j'ai une amie qui vient de vivre quelque chose de terrible aussi, et une inhumanité au niveau des services médicaux, que ce soit à Charleville-Mézières ou que ce soit à Reims. Et son mari, elle l'a fait aller en Belgique. Mais je regrette, les hôpitaux belges sont beaucoup plus à l'écoute. Et son mari, on l'a gardé 3 semaines à Montgaudine, alors qu'à Reims, on ne le voulait pas parce qu'il n'était pas assez malade, alors qu'il a frôlé la mort. Hein. Quand vous descendez à 33 battements rythme cardiaque, vous n'êtes pas loin de passer de l'autre côté. Eh ben non, on ne le voulait pas. Et puis il était à Warcq et elle l'a ressorti parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de prise en charge. Et voilà. C'est quand même malheureux. Maintenant, moi j'ai la comparaison parce que j'habite en frontière, j'habite à Rocroi, et il y a beaucoup de monde qui vont sur Chimay, sur Montgaudine, parce qu'on trouve que Charleville, ça laisse à désirer. Et quand j'ai entendu le docteur, je ne sais plus son nom, je trouve qu'il a beaucoup d'humanité, et c'est pas tout le monde qui a la même empathie et la même compréhension face aux problèmes des aidants. Parce que les aidants, en fait, surtout en plus, j'ai moi-même un handicap, ça se voit pas, mais il est là quand même. Donc, par exemple, quand vous devez ramasser une personne qui est par terre, 93 kilos, moi j'en fais 55, eh ben, on fait comment? Voilà. J'aurais pu tomber avec aussi. Merci à nouveau pour votre témoignage. C'est vrai que souvent, on rencontre des aidants qui font ce constat, en fait. Ils se sentent un peu délaissés quand ils sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, auprès de professionnels de santé. On essaie, nous, de faire comprendre à ce corps médical l'importance des aidants, parce que s'il n'y a pas d'aidants dans le parcours de soins, la personne, elle ne peut pas être prise en charge du tout nulle part.